Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le président fondateur du CRI panafricain, mouvement panafricain de résistance. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Monsieur Abel Naki est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Président fondateur du CRI panafricain, qu'est-ce que ça dit, CRI panafricain? Écoutez, le CRI panafricain, d'abord, il faut savoir que c'est un groupe de mots, donc c'est un acronyme. Le cri des Africains, le cri de désespoir, le cri d'amertume, mais qui est aussi le cri d'espoir et le cri de renaissance de l'Afrique. Donc c'est un cri pour les Africains, pour que l'Afrique sorte définitivement des maux qui laminent. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que c'est un sigle, le CRI, qui veut dire Congrès pour la Renaissance ivoirienne. Voilà. Alors, la définition est sûre. Maintenant, on va savoir qu'est-ce que M. Abel Naki est venu nous dire, quel est le cri qu'il est venu pousser. En tout cas, on va essayer de survoler l'actualité de la Côte d'Ivoire. Un fait qui a défrayé la chronique ces derniers temps, c'est la démission du président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro. Comment est-ce que vous avez vécu cette démission? Cette démission ne nous a pas trop étonnés, parce que nous savions déjà ce qui se tramait, en tout cas au sein du RHDP. On savait aussi le torchon qui brûlait entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la Côte d'Ivoire, donc M. Ouattara. On savait toutes ces choses et on se disait d'un moment à un autre, il allait avoir le clash. Donc la démission de M. Soro Guillaume à la tête de l'Assemblée nationale ne nous a pas étonnés. Mais ce qui nous a par contre interpellés, c'est la façon dont les choses se sont déroulées. Donc il y a un pouvoir législatif et il y a un pouvoir, on va dire un pouvoir exécutif. Oui. Donc quand l'exécutif interfère dans le législatif, il faut savoir que là, il y a un procédé fondamental qui est bafoué, c'est la séparation des pouvoirs. Dans notre pays, il y a la séparation des pouvoirs. Mais il ne s'agit pas d'émission dans le cas d'espèce, puisque les pouvoirs sont toujours séparés. Oui. L'Assemblée nationale vote des lois. Le président de la République ne s'est pas immiscé dans le vote d'une loi. Oui, mais quand on convoque le président de l'Assemblée nationale et qu'on lui donne un délai, nous avons tous suivi dans une interview de M. Ouattara que tout était bouclé, ce qu'il disait, tout était bouclé entre Soro Guillaume et lui, et que dans les jours à venir, M. Soro Guillaume allait démissionner de son poste. Donc on comprend là qu'il y a interférence de l'exécutif dans le législatif. Donc ici, cette norme fondamentale qui est la séparation des pouvoirs est bafouée dans notre pays. En tout cas, c'est ce qui nous surprend en fait. Oui. En tout cas, cette démission, c'est le point d'orgue quand même d'un malaise qui couvait entre les deux personnalités au sommet de l'État. Les raisons qui sont avancées par M. Guillaume Soro pour pouvoir partir, qu'est-ce que vous pensez de ces raisons-là? Ou selon vous, quelles sont les raisons fondamentales qui ont poussé à cette démission? Écoutez, je ne vais pas faire ici l'avocat de M. Soro Guillaume parce qu'il est déjà assez entouré, mais je vais dire que ce qui pousse réellement M. Soro à démissionner, il l'a dit lui-même, c'est de préserver la paix dans notre pays. Il n'a pas voulu qu'il y ait un bras de fer. Mais quelle est la paix qui est menacée dans le cas d'espèce? Que le président de l'Assemblée nationale ne veuille pas adhérer au parti du président de la République. Où est le problème à ce niveau? Le problème c'est quoi? C'est pas constitutionnel ça. Le problème c'est quoi? Lorsque il y a une majorité dans l'Assemblée nationale, donc après les élections présidentielles, c'est la majorité qui désigne, sinon qui élit le président de l'Assemblée nationale. Mais le président, il est élu pour un mandat bien précis. Donc on ne peut pas faire fi de ce mandat du président qui a été élu et dire que, vu qu'il est sorti de notre parti, alors il faut qu'il démissionne de la tête de l'Assemblée nationale. C'est là où il y a un problème. Donc il y a un couac entre les deux personnalités et ça aboutit à la démission de M. Soro Guillaume. Mais toujours est-il que M. Soro Guillaume pouvait ne pas démissionner. Il pouvait le faire. Mais bien sûr. Il pouvait le faire. On va assister à quoi selon vous? On allait assister, je sais pas moi, mais on allait assister à je sais, peut-être un bicéphalisme ou je sais pas, on allait assister à un vide juridique ou un vide constitutionnel, je n'en sais rien. Mais toujours est-il pas de vide constitutionnel. On n'a jamais prévu. Toujours est-il que M. Soro Guillaume accepte de démissionner sous la pression de l'exécutif qui est M. Ouattara. Et selon vous, c'est politiquement correct? C'est incorrect. Cette démission? C'est incorrect.
c'est incorrect. Enfin, vis-à-vis de M. Ouattara, si je me mets du côté de M. Ouattara, c'est incorrect. Mais M. Soro Guillaume a démissionné pour qu'il y ait la paix, à mon sens. Aujourd'hui, il est libre. Aujourd'hui, il avance. Il a créé son parti politique, il a même créé ce qu'on appelle le CP, le comité politique, qui est juste une petite transition en attendant les élections de 2020. Donc c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, selon vous? C'est une très bonne nouvelle pour nous, pour la démocratie. Soro Guillaume va pouvoir maintenant se ranger du côté de la République de Côte d'Ivoire. Il va se ranger du côté de la nation ivoirienne. Il va se ranger maintenant du côté des Ivoiriens. N'oubliez pas que M. Soro Guillaume a été le père. C'est lui-même qui s'est autoproclamé père de la rébellion. N'oubliez pas que cette rébellion a endeuillé beaucoup d'Ivoiriens. Les gens parlent de 2000 morts, de 3000 morts, mais il y a des dizaines de milliers de morts depuis 2002. Et si aujourd'hui, M. Soro Guillaume, celui avec qui il a collaboré pour endeuiller les Ivoiriens, il se désolidarise et il demande pardon aux Ivoiriens, parce que c'est à ça que nous avons assisté il y a de cela quelques années, M. Soro Guillaume ne faisait que demander pardon aux Ivoiriens. Donc pour nous, au niveau de la démocratie, au niveau même de la réconciliation, on va peut-être y arriver, mais c'est un grand pas que M. Soro Guillaume fait en se désolidarisant de tous ceux qui ont permis que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui là où elle est. Mais selon vous, est-ce que M. Guillaume Soro conserve toute son influence qu'on lui connaissait hier pendant qu'il menait la rébellion? Il faut demander à ses amis rebelles pour savoir s'il a encore cette influence, mais pour nous, mais moi, je suis observateur de la vie politique. Moi, je suis un démocrate. J'ai un parti politique qui est le CRI panafricain. Oui. Pour moi, quand un Ivoirien, quand un groupe d'Ivoiriens se met ensemble pour créer un parti politique, pour moi, c'est une avancée de la démocratie. Parce que, n'oubliez pas que des personnes ont lutté pour qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire. Je veux parler du président Laurent Gbagbo et ses camarades. Dans les années 80 jusqu'à 90, nous avons obtenu le multipartisme. Donc, quand un nouveau parti se crée, c'est une avancée de la démocratie. M. Soro Guillaume rejoint les Ivoiriens, il rejoint la nation en créant ce parti et nous l'appelons à rejoindre tout ce qui s'est fait aujourd'hui. On va peut-être y arriver, la plateforme et toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place pour 2020. On verra quand même de quel côté il va se ranger. Un autre fait quand même nombreux et important pour la Côte d'Ivoire, c'est la libération sous condition par la Cour pénale internationale de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Comment est-ce que vous avez accueilli cette libération? Ça a été une victoire pour nous, pour le CRI panafricain, pour les Ivoiriens, pour même toute l'Afrique. Vous savez, depuis 2011, le président Laurent Gbagbo est arrivé, je pense, en 2011, vers novembre 2011. Il y a eu la première audience de confirmation des charges. Les juges de la chambre préliminaire ont confirmé les charges, c'est-à-dire que ces charges-là qui pèsent contre le président Laurent Gbagbo. Donc, il devait aller en procès. Le procès a duré près de 5 ans, je pense, si j'ai bonne mémoire. À l'issue de ce procès, les mêmes juges, peut-être pas les mêmes, mais je veux dire les mêmes chambres, ont décidé et ont trouvé que le dossier était vide. On trouvait que les charges qu'ils avaient confirmées, en réalité, ces charges-là n'existent pas. Et donc, ils ont été acquittés. Pour nous, c'est une victoire. Dès l'instant que le président Laurent Gbagbo... Quand vous parlez de victoire, c'est que vous vous situez d'un côté. Moi, je me situe du côté du peuple ivoirien, du côté des Africains, qui ont trouvé qu'il n'était pas correct qu'une armée étrangère vienne avec ses avions, ses chars et bombarde le palais présidentiel. Non, je ne m'éloigne pas du sujet. Justement, je dis que je me mets du côté des Africains et des Ivoiriens parce que nous nous sommes dit qu'il était impossible que cela se fasse en Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez quand même pas qu'il y a une bonne partie de ces Ivoiriens quand même qui ont marché, qui ont protesté contre cette libération. Parce que, apparemment, on ne connaîtra jamais la vérité. Je fais partie de... qui ont marché contre la libération. Exactement. Oh, mais ce sont des personnes qui ont été manipulées, je pense. Vous pensez? C'est des personnes qui ont été manipulées. Mais c'est des victimes, justement, qui disent ne pas connaître qui est leur bourreau aujourd'hui. Mais en fait, je m'étonne quand ces mêmes personnes ne font rien lorsque des personnes sont libérées par grâce par le président Ouattara. Ces personnes ne font rien. Vous voulez parler des personnes amnistiées? Oui, par des personnes amnistiées, par exemple. Ils ne marchent pas. Mais dès qu'on dit que le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé sont acquittés, ces personnes se mettent à marcher. Alors qu'entre ceux qui sont amnistiés et ceux qui sont acquittés, je pense que ceux qui sont acquittés, c'est des personnes dont on ne reproche rien. Ils ont été acquittés. Et donc pour moi,
il y a vice de... Alors, quel est l'impact de ces libérations sur le paysage politique, sur la recomposition du paysage politique ivoirien? Cette libération va changer beaucoup de choses. Comme quoi? Le ministre Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo étant libre, il y a une partie des Ivoiriens, parce qu'il faut savoir que la crise a divisé les Ivoiriens en deux. Il y a une partie qui demandait la libération du président Laurent Gbagbo. Il y a une partie aussi qui demandait à ce qu'il soit puni d'un certain nombre de choses. Oui, mais l'autre partie qui demande à ce qu'elle soit punie, cette partie n'a pas véritablement de problème en Côte d'Ivoire, puisque M. Ouattara a instauré ce qu'on a appelé le rattrapage ethnique. Donc, ceux qui sont partisans de M. Ouattara ont eu tout ce qu'ils voulaient, puisque Ouattara a fait ce rattrapage. Il y a eu donc une partie des Ivoiriens qui était lésée. Cette partie qui était poursuivie donc, par le régime en place, donc ceux qui ont gagné, il y avait la chasse aux sorcières. Beaucoup sont sortis du pays, sont en exil. D'autres ont été emprisonnés. Donc, du coup, quand les deux personnalités sont libérées, ça apporte un baume au cœur de ceux qui luttaient pour leur libération. Maintenant, il faut parler de l'impact que cela va avoir dans le paysage politique. Très rapidement, et finissez là-dessus. Oui, dans le paysage politique ivoirien, il va se passer que, eux étant libérés, s'ils reviennent en Côte d'Ivoire, même s'ils ne reviennent pas en Côte d'Ivoire, mais le fait déjà qu'ils soient libérés, ça donne un pas à la réconciliation, chose que M. Ouattara n'a pas réussi depuis qu'il est au pouvoir. Maintenant, on verra s'ils reviennent en Côte d'Ivoire, donc leur présence sur le territoire ivoirien permettra d'avancer les choses. Et le paysage politique est en train de se reconstituer. Il y a des coalitions qui se font pour 2020. Il y a les élections qui vont arriver en 2020. Donc leur libération, pour nous, va apporter un plus dans toute cette transformation de la vie politique ivoirienne. Monsieur Abel Naki, quel est le bilan du président Ouattara au pouvoir? Quelle est la réforme qu'on devait faire au niveau de la commission électorale et indépendante pour pouvoir aller aux élections prochainement? Qu'est-ce que prône le CRI panafricain? Ce sont entre autres sujets que nous allons aborder dans la seconde partie de cette émission. Mais avant, on va marquer une pause, chers téléspectateurs. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.